Une grande partie de la population aujourd'hui ne fréquente jamais les classes populaires françaises qui se trouvent dans tout un tas d'autres régions. Quand vous vivez dans des milieux homogènes, vous avez l'impression que tout le monde est comme vous, que tout le monde vote comme vous, mais vous ne savez pas qu'à 30 km, des gens ne visiteront jamais le lieu dans lequel vous vivez. Les gens vivent entre eux. Pierre Vermeuren, le premier tour des législatives marque une fois de plus la rupture entre le vote des urbains et la France périphérique. Le Rassemblement national fait à peu près 10% à Paris contre 33% au niveau national. Qu'est-ce que cela dit du paysage électoral français ? Cela traduit une rupture d'égalité en réalité des conditions socio-économiques d'une grande partie de la population par rapport aux élites. L'industrie avait ce grand mérite de répartir la création de richesses sur le territoire et la désindustrialisation a séparé les populations en fonction des classes sociales. Et donc finalement, qu'on aime les analyses marxistes ou néo-marxistes ou non, on a une sorte de vote de classe. Et c'est ça qui surprend beaucoup les élites parce qu'elles se sont regroupées socialement dans les métropoles, dans les grandes villes, dans les centres-villes, dans certaines banlieues cossues. Et dans ces zones, les populations sont très homogènes. Et donc les gens vivent entre eux. De sorte que, si vous voulez, une grande partie de la population aujourd'hui ne fréquente jamais les classes populaires françaises qui se trouvent dans tout un tas d'autres régions. Il faut regarder la carte, si vous voulez, ou les cartes électorales pour comprendre cette scission qui n'est pas une scission seulement idéologico-politique, qui est une scission territoriale d'abord, une sécession territoriale et sociale qui a été imposée aux classes populaires. Je prends souvent l'exemple de Paris. Paris était la grande ville ouvrière française du 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La classe populaire et ouvrière parisienne a été renvoyée à ses foyers. Les Français de province qui étaient de conditions ouvrières sont rentrés souvent dans leur province d'origine ou sont partis prendre leur retraite ailleurs et ils ont disparu de la capitale qui a perdu 1 million ou 1,5 million d'habitants. Et en revanche, la fermeture des usines dans une très grande partie du pays a libéré des centaines de milliers de cadres dont les enfants ou eux-mêmes directement se sont installés dans les métropoles. Et c'est ce chassé-croisé qui s'est opéré dans les 2 dernières décennies du XXe siècle et depuis le début du XXIe siècle qui explique la situation de clivage extrême à laquelle le territoire français, mais aussi donc la société française, est confrontée aujourd'hui. C'est le même phénomène que Donald Trump aux États-Unis, qui en 2016 a fait 47% au niveau national, mais seulement 4% à Washington DC. On a un phénomène effectivement très analogue aux États-Unis et en Grande-Bretagne. À Londres, personne ne pensait que le Brexit allait gagner. C'est le problème du tube. Quand vous vivez dans des milieux homogènes, vous avez l'impression que tout le monde est comme vous, que tout le monde vote comme vous, que vous avez les mêmes modes de vie, la même socialisation, les mêmes aspirations, mais vous ne savez pas qu'à 30 km, des gens ne visiteront jamais le lieu dans lequel vous vivez et qu'eux, ils sont dans un autre tube, parfaitement étanche au premier et votant pour des raisons très différentes parce que leur vie est différente, leur niveau de vie est différent. J'ai vu tout à l'heure qu'un sondage très intéressant avait montré que 41% des Français qui gagnent moins de 900 € par mois ont voté pour le Rassemblement national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Paris, si vous voulez, je pense que je connais, moi je travaille à Paris, je connais des milliers de personnes, je ne sais pas si elles connaissent, et je ne fréquente jamais de gens qui gagnent 900 € par mois à Paris. Parce que si vous gagnez 900 € par mois à Paris, tout simplement, vous n'y habitez pas, vous ne pouvez pas y habiter, sauf si vous vivez dans la rue. C'est quand même très particulier. Certains candidats de gauche, comme Fabien Roussel ou François Ruffin, ont fait le choix de s'éloigner des croyances de luxe de la bourgeoisie de gauche, et ça n'a pas payé. L'un est éliminé, l'autre est en difficulté. Alors ces dissidents avaient-ils une mauvaise stratégie? La gauche arrivera-t-elle un jour à récupérer le vote populaire? Alors la sociologie électorale, c'est très complexe parce que, si vous voulez, un parti dominant, c'est un parti agrégatif. C'est-à-dire que quand le Parti socialiste a gagné les élections en 1981, il avait avec lui le vote ouvrier, il avait les employés, les professions intermédiaires, il avait les élites de la fonction publique, il avait les fonctionnaires, etc. Vous voyez, et il avait aussi ce qu'on pourrait appeler les élites culturelles au sens large, de l'église jusqu'au théâtre par exemple. Bon. Quand un parti perd son leadership, ce qui est le cas de la gauche aujourd'hui, comme ça a été le cas par le passé des gaullistes, il perd ses électeurs par tranche.
Donc la gauche, on a vu qu'elle a perdu une grande partie de la classe ouvrière qui s'est réfugiée au Rassemblement national. Bon, il a gardé les fonctionnaires, il a gardé une partie, elle a gardé une partie des boomers, mais une grande partie, la majorité en fait des boomers, des cadres notamment, sont partis auprès du président Macron. Ou en tout cas dans le vote, dans les différents partis Renaissance, Ensemble, etc. Les élites culturelles, aujourd'hui, elles sont passées plutôt, enfin en tout cas les élites notamment, oui culturelles au sens les milieux du cinéma, du théâtre, sont partis plutôt du côté de Mélenchon, vous voyez, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le progressisme. Idéologique et culturel, mais qui n'est pas relié aujourd'hui à des fondamentaux sociaux, sociologiques liés à la classe ouvrière. La classe ouvrière, elle a été abandonnée. Donc, on voit qu'il y a une segmentation qui fait que pour les personnes qui continuent à professer des programmes ou des idées de l'ancienne gauche, c'est-à-dire c'est celles des années 80, c'est-à-dire les idées du socialisme, voire même du Parti communiste, bah, il y a cette segmentation, elle les laisse très seuls. De la même manière, nous avons assisté à un schisme chez les Républicains entre un appareil au discours républicain presque mécanique et sa base électorale qui était loin d'être défavorable à une alliance avec le Rassemblement national. Sommes-nous, là aussi, au bout d'un cycle à droite ? Oui, mais vous avez le même phénomène pour le parti gaulliste traditionnel que pour le parti socialiste. C'est-à-dire c'est des partis qui ont été hégémoniques. Rappelez-vous la phrase, le RPR, c'est le métro à 18h. Hein. Enfin, ça ne s'appelait pas le RPR à l'époque, c'était l'UDR, je crois. C'est le métro à 18h. Ça, c'est les partis hégémoniques qui peuvent dire ça. C'est-à-dire qu'ils ont tout le monde avec eux. Mais c'est normal d'ailleurs que les élus qui ont connu ces partis dans leur grande époque continuent à raisonner de la même manière. Or, aujourd'hui, l'électorat des Républicains, c'est essentiellement un électorat âgé de cadres. C'est-à-dire c'est un petit segment de la population. L'idée selon laquelle ces anciennes gloires ou ces anciens partis de masse qui sont devenus des partis très petits, on voit bien que le Parti socialiste est obligé de faire alliance avec des gens qui sont très éloignés de lui, eh bien le Parti des Républicains, il subit la même situation. Donc oui, on ne peut pas être et avoir été, c'est très difficile. Dans une tribune au Figaro, publiée le 13 juin, vous rappeliez que les classes populaires s'abstiennent dans leur immense majorité et que le vote Bardella n'est que la pointe émergée du bloc populaire. Comment expliquer cette abstention ? Les classes populaires en France, par rapport aux années 70-80, où elles étaient impliquées dans la vie politique, il y avait une bataille entre les gauches, surtout le Parti communiste, et les gaullistes pour les classes populaires. Il y avait un enjeu très important sur l'industrie, sur le niveau de vie, sur le pouvoir d'achat, sur l'immigration, sur... Bon, toutes ces questions ont été abandonnées depuis 20 ans, depuis 40 ans, par la classe politique française. Une partie a été reprise au bond par le Rassemblement national. Mais les classes populaires, dans leur immense majorité, se sont peu à peu désaffiliées. Elles sont sorties des corps constitués. Elles ont rompu avec les syndicats. Elles ont rompu avec les usines et le milieu ouvrier, puisque les usines ont fermé en grande partie. Elles ont rompu avec les églises, avec l'église notamment. Elles ont rompu avec la presse. Elles se sont reconstruites leur propre vie culturelle, notamment grâce à la gratuité, mais en partie seulement. Et donc, sur ces dernières années, depuis 20 ans, plus de la moitié de la population française s'abstenait aux élections. Là, on voit que au premier tour des législatives, il y a eu un sursaut. Plus de 10 millions de personnes, je crois, supplémentaires sont allées voter. Ça veut dire que là, les classes populaires, en partie, se sont senties, pour la première fois depuis longtemps, concernées par un scrutin, ce qui est déjà un beau succès. Mais évidemment, ça n'a pas renversé la table par rapport aux européennes, parce qu'il y a l'idée toujours selon laquelle on va faire surgir une population qui ne s'est pas exprimée, qui va le bouleverser. En fait, l'enseignement des élections de ce premier tour des législatives, c'est que, en gros, la sortie du bois de 10 millions ou de 12 millions de personnes ne change pas grand-chose, parce qu'au fond, la population qui s'abstient et qui décide d'aller voter, eh bien, elle a des convictions qui ne sont pas très éloignées des franges qui s'expriment. Il y a fort à penser que si 5 millions de personnes nouvelles allaient alimenter le vote, bien, parce que la polarisation est de plus en plus forte
pour le 7 juillet, eh bien, il y aura un effet similaire et ça ne bouleversera pas les équilibres.